السلام عليكم معكم أخوكم في الله سيف مزعاش من قناة Medicine with Dr Saif Mazaach. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on s'attaque à un vrai poids lourd de la gastroentérologie, la lithiase de la voie biliaire principale. Vous la verrez souvent abrégée en LVBP. Le but de cette révision c'est d'aller droit à l'essentiel. On oublie les énormes paragraphes de vos cours universitaires. À la place, on va visualiser le plan ensemble, décortiquer la logique de la maladie et surtout graver dans votre mémoire les notions à très haut rendement qui tombent tout le temps aux examens et au concours du résidanat. Prêt ? C'est parti. Voici notre plan de vol. On va suivre une progression super logique. D'abord les bases et définitions, ensuite la clinique et la physiopathologie, comment faire le diagnostic, les urgences absolues avec les complications et enfin le traitement. On bouclera tout ça avec une synthèse ultra rapide. Bon, on attaque tout de suite la première section avec les définitions. Et juste pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, la pathologie lithiasique, c'est pas rare du tout. Ça touche pratiquement 20% de la population dans les pays industrialisés. Donc croyez-moi, vous allez en voir dans votre pratique. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le système biliaire comme un réseau de plomberie. La bile, elle est fabriquée par le foie. Elle descend dans les canaux intrahépatiques qui se rejoignent pour former le canal hépatique commun. Ce canal rejoint le canal cystique qui est lui-même branché à la vésicule biliaire et c'est là, dans cette petite poche, que les calculs adorent se former. Le drame commence quand un de ces calculs s'échappe de la vésicule, passe le canal cystique et tombe directement dans la voie biliaire principale, le cholédoque. Et là, il va descendre jusqu'à potentiellement se bloquer au niveau du sphincter d'Oddi, juste avant le duodénum. Et ça nous amène à un piège classique de QCM. Il faut absolument distinguer deux choses, la lithiase secondaire et la lithiase autochtone. La lithiase secondaire, c'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est un calcul de cholestérol qui s'est formé dans la vésicule et qui a migré. C'est de loin la forme la plus fréquente. L'autre scénario, beaucoup plus rare, c'est la lithiase autochtone. Là, les calculs, qui sont souvent pigmentés marron, se forment directement à l'intérieur de la voie biliaire principale. Mais retenez bien ça, en règle générale, une lithiase de la voie biliaire principale, c'est secondaire à une lithiase vésiculaire. Alors à quoi ressemble le patient typique qui débarque aux urgences ? Vous connaissez sûrement la fameuse règle des F en anglais, et bien c'est pareil ici. Ce sont souvent des femmes, généralement âgées de plus de 40 ans. L'obésité ou les grosses variations de poids récentes sont d'énormes facteurs de risque, tout comme la multiparité. Un autre point super intéressant qu'on oublie parfois, c'est le jeûne prolongé. Pour vous donner une idée, 100% des patients qui sont sous nutrition parentérale totale finissent par développer une lithiase vésiculaire au bout d'un mois. C'est assez fou, non ? Allez, on passe à la section 2, la clinique. Chose importante à savoir, dans environ un tiers des cas, le patient ne ressent strictement rien, c'est asymptomatique, et on découvre ça complètement par hasard sur une écho. Mais quand ça s'exprime, c'est à cause du blocage. Le tout premier signe qui doit vous faire tilter, c'est la colique hépatique. C'est une douleur brutale, intense, au niveau de l'hypocondre droit ou de l'épigastre. Ce qui est typique ici, c'est que la douleur finit par passer d'elle-même en quelques jours. Pourquoi ? Parce que le calcul, qui s'était coincé au niveau de la papille duodénale, finit souvent par s'évacuer spontanément dans le tube digestif. Du coup, la pression chute. Pendant que c'est bloqué, par contre, vous allez souvent observer un pic transitoire des enzymes hépatiques et pancréatiques, et votre patient aura des nausées ou des vomissements bilieux. Mais si le calcul ne passe pas et reste coincé, là le patient devient jaune, c'est l'ictère. Et c'est ici qu'intervient une différence absolument vitale à maîtriser pour le diagnostic différentiel. Vous avez un patient ictérique, urine foncée. S'agit-il d'une hépatite ou d'un calcul biliaire ? La réponse se trouve dans les selles. Si l'ictère est cholestatique, c'est-à-dire lié à un obstacle, la bile ne peut plus rejoindre l'intestin. Résultat, les selles deviennent décolorées, presque blanc mastic. Selles décolorées égale cholestase. C'est une règle d'or en médecine. Ah, et le patient va souvent se gratter de partout à cause du prurit. Ok, section 3, on passe aux examens. Comment on confirme tout ça concrètement ? Au niveau de la biologie, c'est assez simple, on cherche un syndrome de cholestase. On va trouver une bilirubine augmentée, avec une prédominance de bilirubine conjuguée et une élévation franche des phosphatases alcalines et des gamma-GT. Les transaminases, elles, sont souvent normales ou juste un peu élevées. Pour ce qui est de l'imagerie, il y a une vraie progression à respecter. L'examen de première attention, systématique, c'est l'échographie abdominale. On va y voir une voie biliaire principale dilatée, au-delà de 7 mm, et si on a de la chance, le fameux calcul hyperéchogène avec son cône d'ombre. Si l'écho ne suffit pas ou qu'on a un doute, l'examen de référence, le gold standard non invasif, c'est la bili-IRM. C'est magnifique, ça cartographie tout l'arbre biliaire. Ensuite, l'écho-endoscopie est ultra précise, mais demande une anesthésie générale. Enfin, la CPRE, elle, on la garde surtout sous le coude quand on a besoin de faire un diagnostic et de traiter le problème dans la foulée. Attention, on entre dans la section 4. On passe en alerte rouge. On va parler des complications majeures. Il faut être capable de les repérer à la seconde près, parce que le pronostic vital est en jeu. La complication la plus redoutée, c'est l'angiocholite aiguë. Concrètement, c'est une septicémie dont le point de départ est biliaire. Le calcul bloque la bile stagne et les bactéries prolifèrent.
Pour le diagnostic, retenez la légendaire triade de Charcot. C'est un enchaînement précis. Étape 1, la douleur, notre colique hépatique. Étape 2, une fièvre très élevée, à 39 ou 40 degrés avec de gros frissons. Étape 3, l'apparition de l'ictère. Et le truc vraiment pathognomonique, c'est que ces 3 signes se succèdent chronologiquement en moins de 48 heures. Dès que vous voyez ça, vous agissez. Et pour savoir à quel point l'angiocolite est grave, on se base sur les recommandations de Tokyo 2018. C'est super logique. Le grade 1, c'est l'angiocolite légère. Le grade 2, modéré, c'est quand la fièvre dépasse 39 ou qu'on a un gros dérèglement des globules blancs. Et le grade 3, c'est le stade sévère. On est en grade 3 dès l'instant où un organe commence à lâcher. Ça peut être une détresse respiratoire, un choc cardiovasculaire qui nécessite des vasopresseurs, un problème neurologique ou rénal. Un seul de ces critères suffit pour classer l'angiocolite en sévère. Mais l'angiocolite simple n'est pas la seule menace. Il y a une forme particulièrement meurtrière qu'il faut connaître, l'angiocolite ictéro-urémique. Là, on a un choc septique foudroyant à bacille gram-négatif, couplé à une insuffisance rénale aiguë. C'est le chaos métabolique total. Il y a aussi d'autres complications très prisées des QCM, comme la pancréatite aiguë biliaire qui survient quand le calcul irrite le canal de Wirsong au passage, ou encore les abcès hépatiques si l'infection remonte vers le foie. Section 5. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, comment on gère ça ? Face à une LVBP, c'est toujours un travail d'équipe. Il va falloir le réanimateur, l'endoscopiste et le chirurgien. La règle absolue, c'est on ne touche pas à l'obstacle tant que le patient n'est pas stabilisé. On commence par la réanimation médicale, on fait les hémocultures, puis on balance tout de suite une antibiothérapie par voie intraveineuse. Attention, il faut des antibiotiques à élimination biliaire pour attaquer l'infection là où elle se trouve. Comme la cholestase fait chuter la vitamine K, on en administre pour corriger les troubles de la coagulation, on remplit bien le patient sur le plan vasculaire pour éviter que les reins lâchent, et dans les cas extrêmes, on peut même aller jusqu'à l'épuration extra-rénale. Bon, une fois le patient hors de danger immédiat, on s'occupe de l'obstacle. On a 2 options principales. La première, c'est la méthode douce, instrumentale, la CPRE. On passe par la bouche, on arrive au sphincter d'Oddi, on coupe un peu, c'est la sphinctérotomie, et on tire le calcul avec un petit panier. C'est génial en urgence. La deuxième option, c'est la chirurgie, classique ou par coléoscopie. L'avantage énorme de la chirurgie, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. On ouvre la voie biliaire pour retirer le calcul, on place un drain et on en profite pour faire une cholécystectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la vésicule biliaire pour s'assurer que ça ne récidive jamais. Et voilà, on arrive à la section 6, le moment de vérité. C'est ici qu'on fige toutes ces infos dans votre mémoire à long terme. C'est votre checklist pour les partiels. On récapitule en mode flash. Le profil type, femme de plus de 40 ans avec des facteurs métaboliques comme l'obésité. L'imagerie, l'écho en premier, la bili-IRM en juge de paix. L'alerte rouge clinique absolue, la triade de Charcot avec douleur, fièvre et ictère en moins de 48 heures, ce qui signe l'angiocolite. Et la prise en charge, on stabilise avec des antibiotiques IV à diffusion biliaire, puis on lève l'obstacle le plus vite possible. Alors, s'il n'y a qu'une seule phrase que vous devez retenir de cette révision, c'est celle-ci. La lithiase biliaire est une pathologie multidisciplinaire où la rapidité de la levée de l'obstacle dicte le pronostic vital. C'est une véritable course contre la montre, mes amis. Donc, face à votre prochain patient aux urgences qui se tord de douleur avec des frissons, demandez-vous tout de suite, le compte à rebours de l'angiocolite a-t-il déjà commencé ?